Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans ce webinaire numérique et jeunesse africaine, défis et opportunités. Nous sommes ensemble pour un peu moins d'une heure et demie avec quatre parties distinctes. Une première partie dans laquelle nous allons nous présenter. Nos panélistes vont se présenter tour à tour en 2 minutes et en répondant à la question « Qui sont-ils et pourquoi sont-ils là ?» Deuxième partie, nous allons aborder les défis. Quels sont les défis du numérique pour la jeunesse africaine? Troisième partie, les opportunités. Quelles sont les opportunités du numérique pour la jeunesse africaine? Tout ça, bien sûr, à l'aune de nos expériences personnelles. L'idée, c'est de ne pas dire des choses généralistes. J'attends des panélistes de la conviction, des propositions, des idées, de la contradiction, et bien entendu sous fond de retour d'expérience. Je suis Douglas Mbiondou, président de l'association 10 000 codeurs. J'ai 20 ans d'expérience en informatique, 5 ans comme salarié, 15 ans comme entrepreneur dans le secteur de la formation professionnelle. Depuis quelques années maintenant, j'ai choisi de donner du sens à ma carrière en devenant un repère pour la jeunesse africaine à travers 10 000 codeurs, et je me réjouis de la collaboration avec Share Africa. Je remercie toute l'équipe de Share Africa qui nous a proposé, à travers ce partenariat, de faire bénéficier aussi de notre expérience et pourquoi pas, de pouvoir mettre en lumière la valeur ajoutée que réalisent tous ces différents intervenants sur ce sujet-là. Je vais, sans plus tarder, vous inviter à poser des questions lorsque vous en aurez besoin. L'idée, c'est que ce soit vraiment interactif. On tâchera d'en tenir compte. On promet d'en tenir compte avec l'équipe technique. On récupérera vos questions. Et puis peut-être aussi, vous aurez des remarques, peut-être aussi des inputs, des commentaires. N'hésitez pas. Sans plus tarder, première partie, tour de table. Mamfatou, je te propose de démarrer. Qui es-tu, Mamfatou, et en quoi ce sujet t'intéresse? Et pourquoi est-ce que tu as accepté d'être avec nous? Attention, le micro. Voilà, parfait. Vous m'entendez? Oui, impeccable. Bonjour Douglas, merci à 10 000 codeurs et à Share Africa pour l'invitation déjà. Je suis Mamfatou Gueye et je suis la responsable partenaire en Afrique francophone, Afrique de l'Ouest, du Centre et du Nord pour Microsoft. Moi, j'ai à peu près une dizaine d'années d'expérience dans les nouvelles technologies et particulièrement chez les éditeurs. Et je suis aussi la responsable relations extérieures de Women in Tech pour Microsoft. Donc, tout ce qui touche la partie Women in Company dans les entreprises, tout ça. D'accord. Donc, voilà. C'est un plaisir d'être là aujourd'hui parce que c'est un sujet qui me touche particulièrement. La jeunesse africaine, j'en fais partie. Opportunités, défis et la transformation numérique, on est en plein dedans. Et parce que je suis dans ce milieu-là et je baigne dans ce monde, ça fait plus d'une dizaine d'années. C'était mon devoir d'être là, de partager les données que j'ai avec moi, mais aussi qu'on puisse échanger sur ce sujet qui est très important parce que je pense que si aujourd'hui on n'est pas au courant, si on ne prend pas conscience du potentiel de l'Afrique avec la transformation numérique, c'est qu'il y a vraiment un problème. C'est un sujet que j'affectionne beaucoup et je sais que aussi l'émancipation des femmes va passer par la transformation numérique. Merci, Douglas. Super. Merci, Mamfatou. C'est synthèse, c'est concis, c'est précis. Plusieurs casquettes. Mamfatou, on a eu chez 10 000 codeurs la chance de t'avoir dans un webinaire Women Empowerment qui fait grand bruit sur les réseaux sociaux, hein, avec ton parcours, le portrait qui a été fait de toi par Nelly, il tourne incroyable sur les réseaux. Donc, merci d'être avec nous. Tu as une casquette, à la fois, effectivement, tu es jeune, tu es brillante, tu as un excellent parcours, et en même temps, tu travailles pour une multinationale qui a des données en fait, géographiques et en termes d'activité qui peut être intéressant de mettre en évidence, et puis le combat justement pour plus de numérique au service de la femme. Merci d'être avec nous. Sans transition, Nabounou, je te passe le micro. Qui est Nabounou Diaby et pourquoi est-ce que tu as accepté d'être avec nous?
aujourd'hui? Bonsoir à tous. Merci à Cher Africa et également à Douglas. Donc, je suis Nabou Diaby, directrice projet chez Ucom Technologies, une entreprise canadienne qui a sa filiale ici en Côte d'Ivoire. Oui. Donc, pourquoi j'ai accepté ce webinaire? Je me suis sentie vraiment identifiée dans ce thème-là, en fait. Parce que je suis une personne, pour quelqu'un qui connaît mon parcours, mon profil, qui a beaucoup, vraiment, essayé de beaucoup profiter, en fait, des aspects du numérique, en fait, sur plusieurs points. Également aussi, hormis les avantages que j'ai eus avec les défis auxquels nous sommes confrontés face au numérique, je milite également pour l'autonomisation de la femme. Et moi, Oui, je dis que l'autonomisation de la femme aujourd'hui ne peut pas se faire sans le numérique. Donc, voici également pourquoi est-ce que ce thème m'a beaucoup touchée. super. Merci. Là encore, alors Nabounou, j'ai la chance de te connaître particulièrement puisque tu fais partie des jeunes qui ont été accompagnés à travers 10 000 codeurs. Tu as eu un parcours exceptionnel. Hein. En 2 ans, tu es passé d'une fille qui est dans la région nord de la Côte d'Ivoire avec peu de perspectives en termes de… Culturellement, il n'y a pas cette dynamique de trajectoire professionnelle. Hein. Et puis là, maintenant, tu es la directrice, vraiment directrice de projet pour la filiale ivoirienne d'une multinationale. Tu es au cœur de ce débat et ton histoire sera très, très intéressante. Je note également le combat qui est le tien pour l'autonomisation des femmes. Tu sais aussi que c'est notre combat chez Dimi Coder. On est très, très content de t'avoir. Défi, opportunité, tu nous donneras ton retour d'expérience. Hamza, le Maroc en force. Qui est Hamza Debar et pourquoi tu as accepté d'être avec nous, Hamza? Bismillahirrahmanirrahim. Merci beaucoup pour l'invitation. Ramadan Karim à tous ceux qui sont avec nous et qui sont en train de jeûner aussi. Pour moi, très simplement, déjà, j'ai accepté parce que je te respecte et t'estime énormément et que je ne refuse jamais une invitation de place. Merci beaucoup. Très simplement, Hamza Debar, moi, j'ai dédié les 10 dernières années de ma vie à répondre à la question de l'employabilité des jeunes, oui. Au Maroc en particulier et plus généralement sur aussi d'autres pays africains. J'ai fait ça avec plusieurs casquettes aussi, puisque j'ai travaillé dans le secteur de la formation diplômante post-bac, donc école supérieure, multifilière, multisecteur. J'ai travaillé aussi dans la formation post-diplôme, donc tout ce qui est insertion professionnelle par les soft skills, notamment à travers la fondation Éducation pour l'emploi, Education for Employment. Et plus récemment, j'ai monté un bootcamp de formation de développeurs avec justement cette idée que on a des centaines de milliers, si on compte l'Afrique, des millions de jeunes qui sortent sur le marché chaque année et pour lesquels l'économie classique ne fournit pas assez d'opportunités. Donc, il faut trouver quelque chose tout de suite, rapidement, qui puisse les amener vers une opportunité, vers un travail digne et vers des potentiels intéressants. Donc, je suis là parce que j'ai envie de partager cette expérience, tout simplement, avec les auditeurs qui sont là aujourd'hui, pour montrer que c'est possible. Parce que je pense qu'on a besoin de messages d'espoir aujourd'hui. Donc, d'abord ça, et puis ensuite aussi pour apprendre, tout simplement, parce que j'ai eu le panel, je suis très heureux de partager ce panel avec des gens aussi brillants, et donc je suis là pour écouter, pour apprendre et voir comment on peut contribuer ensemble. Parce que je crois aussi à la force de la collaboration, c'est ce qui nous a amenés tous les deux à nous connaître. Absolument. Et je crois que c'est que comme ça qu'on y arrivera de toute façon, par la solidarité. Merci, merci Hamza. Hamza, grand monsieur de l'éducation au Maroc. Moi, j'ai pu constater sur le terrain, puisqu'on a collaboré ensemble sur une opération qu'il a menée, d'accompagner des jeunes sur le métier de développeur. On a travaillé ensemble. C'est une aventure vraiment extraordinaire. Et là, j'ai vu que tu étais vraiment un grand monsieur. Et puis là, il y a tout un symbole. Tu parlais d'ensemble. L'Afrique est unie. Voilà, nous sommes dans un plateau avec le Maghreb, avec l'Afrique subsaharienne. C'est une grande fierté pour moi de t'avoir avec nous et de symboliser comme ça, non seulement sur le terrain, mais aussi sur l'avenir, ce qu'on peut faire ensemble. Doji, je te passe le micro. Oui. Qui es-tu, Doji, et pourquoi tu as accepté d'être avec nous aujourd'hui? Merci Douglas et merci à Cher Africa pour l'invitation. Donc, je me nomme Doji Onou. Je suis d'origine togolaise, mais je vis en Côte d'Ivoire et je travaille avec Jocolabs, d'abord, membre de la communauté de Jocolabs, qui est un réseau d'entrepreneurs.
voilà, dans plus de 8 pays maintenant. Oui. Et également, l'autre casquette, je suis le secrétaire général du réseau francophone des Fab Labs d'Afrique de l'Ouest, qui regroupe également 7 pays, donc les différents lieux, les espaces. Donc, les labs, en fait, sont des espaces d'apprentissage par la pratique, de prototypage, des espaces dans lesquels on a des équipements de fabrication numérique tels que les imprimantes 3D, des électroniques. Oui. Et on promeut beaucoup l'aspect éducation, donc l'acquisition des compétences, des nouvelles manières d'acquisition de compétences, donc apprentissage par la pratique, et également l'entrepreneuriat, notamment par le prototypage rapide. Donc, vous êtes éduqué, vous savez faire, vous êtes un entrepreneur, vous voulez prototyper, vous pouvez rapidement prototyper. Et également l'aspect recherche, puisqu'on a besoin de rechercher, de tester, de faire évoluer. Oui. Donc, pour la petite histoire, avec Jocolabs ici en Côte d'Ivoire, on a accompagné la CIE, qui est une école qui s'appelle le Centre des métiers d'électricité, donc Oui. qui forme en fait des spécialistes en électricité. Donc, dans le sein de l'espace, on a mis en place un Fab Lab, justement pour permettre à ces étudiants-là d'avoir accès à des équipements de fabrication numérique, de l'outillage, pour sortir du cadre formel de la formation et avoir un espace où ils peuvent tester, implémenter des choses, et voilà, quitte à aller vers les startups, les projets entrepreneurs. D'accord. Voilà. Très bien, merci en tout cas, Dodji. Donc, dédicace à toute l'équipe Jocolabs, dédicace au grand frère Karimsti. Oui, effectivement. Oui. Voilà, c'est aussi un travail d'équipe et il faut pouvoir reconnaître le travail qui a été fait par les grands frères et par les structures qui sont là. Nous venons de terminer la première partie de notre échange, d'accord, présentation. Donc, on voit que 2 hommes, 2 femmes sur le panel. On voit qu'il y a du corporate, il y a de l'éducation, il y a du Fab Lab, la pratique. Et puis, il y a un très, très fort potentiel, hein, puisque Nabounou, c'est notre petite sœur ici. Notre petite sœur ici, mais c'est déjà une grande sœur pour la jeunesse ivoirienne. Et oui, et la jeunesse africaine en général, puisqu'elle a fait preuve de tellement de qualité, détermination, humilité, audace. Je sais que Nabounou est audacieuse. Hein. Quand tu es devant elle, là, tu lui parles et puis elle répond. Hein. Tu vois, donc tellement de qualités qui vraiment nous rendent fiers d'elle. Deuxième partie, ensemble, c'est les défis. Je vous ai demandé à chacun de me donner 1 ou 2 défis d'après vous sur le sujet numérique et jeunesse. Alors, ce sont des défis que vous constatez, ce sont des défis auxquels vous avez peut-être, à votre niveau, dans votre précaré, essayé d'apporter une contribution. Ce sont des défis qui vont concerner le secteur public, le secteur privé, la société civile. Mais voilà, ce sont vos défis. Juste avant, sur ces défis-là, je voudrais vous proposer, si vous permettez, quelques chiffres. Parce que vous savez, quand on est dans un débat comme ça, c'est bien de donner quelques chiffres. Et aussi, c'est bien d'envoyer un message qui est de dire qu'on n'est pas on n'est pas juste pour le numérique. On sait aussi que la vie, ce n'est pas le numérique et qu'il y a d'autres besoins que le numérique dans la vie. Donc, si vous me permettez, je vais donc partager mon écran et je vous propose quelques visuels qui sont tirés en fait de l'UNESCO. D'accord ? Ce sont des chiffres UNESCO. Premier chiffre, c'est le taux de scolarisation par région. D'accord ? Bon, ils ne sont pas tout récents, hein, mais ça donne quand même une tendance. Donc, vous voyez que entre les pays d'Amérique du Nord et d'Europe, bon, on est tout en haut, hein. On est vers les 100%. Hein. Les pays d'Amérique latine, l'Asie, et puis on a les pays arabes, et puis en bas là, nous on est en bas là. D'accord ? Il y a les pays d'Afrique subsaharienne. Donc on voit quand même que, voilà, en une vingtaine d'années, d'accord, il y a quand même eu des choses qui ont été faites, une trentaine d'années, pardon, il y a des choses qui ont été faites. Et je trouve ça intéressant de constater que, on va le voir sur le slide d'après, il y a quand même une évolution. D'accord ? Il y a eu le paquet qui a été mis dans nos pays sur l'éducation. Donc ça, c'est quand même notable, avec un travail sur la scolarisation. Donc ça, c'est le premier schéma. Deuxième, au niveau de l'investissement, le pourcentage de dépenses
dans l'éducation par rapport aux dépenses publiques. Donc là, vous voyez, ça rejoint aussi la courbe, hein, tout en haut, l'Afrique subsaharienne. On voit quand même que, voilà, par rapport à d'autres, ils ont mis le paquet. Et ça peut expliquer la trajectoire montante, d'accord, du taux de scolarisation. Autre schéma, et là, on commence à voir des sujets qui me tiennent à cœur aussi, c'est la fracture sur le genre, d'accord, le traitement qui est fait entre la partie homme-femme. Là, c'est le taux d'alphabétisation. Donc là, c'est très intéressant parce qu'au niveau du taux d'alphabétisation, vous voyez que au niveau des femmes entre 25 et 64 ans, bon, no comment, hein. Vous voyez qu'au fil des années, hein, entre 1999 tout à gauche et puis 2016, on sent quand même la tendance qui évolue, mais vous voyez que les chiffres ne sont pas très bons. Hein. Les chiffres ne sont pas bons. Il faut se le dire. 2016, on est un peu plus de 50% au niveau des femmes. Si on fait dans les deux sexes, on est un peu plus de 60%. Donc voilà. Et suivant les tranches d'âge, vous voyez que c'est catastrophique. Hein. Au niveau des 15-24 ans, vous voyez, il y a une cassure. Voilà, enfin, au niveau des 15-24 ans, c'est mieux, d'accord? Et plus on monte, plus ça descend. Donc ça, c'est un autre. Et puis, le dernier, là aussi, des choses pratico-pratiques, les conditions d'études. Voilà. La question, le pourcentage d'écoles avec des toilettes. Bon, vous voyez, 70%. Le pourcentage moyen d'écoles avec de l'électricité, vous voyez, c'est terrible. Hein, 20%. Donc, vous voyez que c'est... On va parler numérique. Hein. Excusez-moi, on va parler numérique. Hein, mais c'est vrai qu'il y a quand même des réalités qui sont là. Il y a le nombre d'élèves par enseignant. Vous voyez un peu? Nombre d'élèves par enseignant. 40. Le pourcentage moyen d'écoles primaires avec de l'eau potable. Vous voyez, on est autour de 50. Donc, vous voyez quand même, il y a des réalités sanitaires, il y a des réalités qu'il faut connaître. Donc, ça me semblait utile, d'accord, de mettre ces chiffres-là pour dire qu'on est quand même des personnes, c'est vrai qu'on est beaucoup dans le numérique, dans la tech. Vous savez, souvent, nous, les gens de la tech, on nous reproche. Hein, on dit, ah, les gars, vous êtes dans la tech, mais à la vraie vie, il n'y a pas d'électricité. Oui, ça, on sait. On a compris. On a compris que ce n'est pas forcément facile. Donc, alors, je voudrais que vous puissiez peut-être me dire ce qu'évoquent ces chiffres pour vous. Et aussi, donc, dans ce nouveau tour de table, en commençant par Mme Fatou, est-ce que tu as un ou deux grands défis sur la problématique numérique? Je te laisse le micro. Douglas, j'aimerais bien commencer par un constat. Oui. On est une population assez jeune quand même, avec 60% des Africains qui ont moins de 24 ans. C'est vrai. Oui. On a une évolution de la population qui est aujourd'hui assez rapide. Donc, qui dit une évolution de la population rapide va dire plus de jeunes. Donc, on a une démographie actuellement africaine qui impose la création massive et rapide d'emplois. Donc, ça veut dire quoi? D'ici 2030, nous aurons à peu près 450 à 500 millions de jeunes qui vont être diplômés au niveau du continent africain. Maintenant, comment faire pour absorber tous ces jeunes-là? Il faut qu'ils essaient de trouver leur place dans le monde de l'emploi. Donc, quand je regarde tout cela, il y a une inquiétude en moi qui grandit parce que je me dis, il n'y a pas assez d'acteurs. Et si on regarde les défis, si on commence à les énumérer, on peut passer toute une journée à les énumérer. Mais je pense que je vais donner priorité à deux défis. D'accord. Le tout premier, ça va être la démocratisation de l'accès aux compétences numériques. Nous l'avons vu avec les chiffres que tu as avancés, Douglas. Le niveau de scolarisation des différentes régions africaines ne sont pas les mêmes. Oui. Le niveau de scolarisation, si on pense genre, ne sont pas les mêmes. Oui. Le niveau de scolarisation, si on pense tranche d'âge, ne sont pas les mêmes. Donc aujourd'hui, s'il y a un défi qui est là, c'est comment atteindre ces différentes parties de la population
et être sûr qu'ils peuvent bénéficier et acquérir de nouvelles compétences pour accélérer la transformation numérique, pour qu'ils puissent trouver leur place. Oui. Ça, c'est le tout premier défi. Après, le deuxième défi, ça va être plutôt une inquiétude liée à la cybersécurité, cybercriminalité. D'accord. On parle de transformation numérique, on parle de jeunesse africaine, mais il y a plusieurs manières de servir la transformation numérique. Quand on passe dans les écoles de sécurité, il y en a certains qui vont étudier pour apporter quelque chose à la société, d'autres vont étudier pour être de l'autre côté du mur. Oui. Donc aujourd'hui, il y a toute une sensibilisation. Une fois qu'on aura une jeunesse avertie, une jeunesse qui aura les compétences nécessaires, qui va nous permettre de réduire ce gap aujourd'hui entre le monde occidental et le continent africain en termes de compétences avancées et de transformation numérique, cette même jeunesse a besoin d'être sensibilisée sur des sujets aussi critiques que la cybersécurité et la cybercriminalité. Donc, pour moi, aujourd'hui, ce sont ces deux défis que je trouve hyper importants à signaler, parce que je sais que si on ne résout pas ce problème, on ne peut pas assurer une transformation numérique à 100% du continent. Tout passe par la compétence, tout passe par l'acquisition de nouvelles compétences. Et donc, la réponse, moi, je vais parler de mon angle en tant que Microsoft. La réponse qu'on a essayé d'apporter, nous, on l'a expérimenté de plusieurs façons hein, dans notre vie quotidienne. Nous avons un écosystème de partenaires. Ces partenaires-là, aujourd'hui, ils sont souvent comparés à des partenaires qui se trouvent à l'Occident. Ces partenaires-là sont en train de traiter des sujets comme l'intelligence artificielle, les objets connectés, tout ça. Aujourd'hui, nous, nos partenaires veulent proposer des solutions packagées du même type, mais il y a un déficit de ressources. Ils veulent employer des jeunes. Oui. Ils veulent faire la promotion des jeunes. Le problème, c'est qui a les compétences aujourd'hui pour leur permettre d'avoir des produits et des solutions pour pouvoir les vendre à l'échelle mondiale, parce qu'on ne parle plus de l'Afrique quand il s'agit du commerce. Ça, je le vis au quotidien. Oui. Et nous, côté Microsoft, on s'est dit il va falloir apporter une réponse rapide, comme l'a dit Hamza, parce qu'on ne peut pas attendre les États. Les structures publiques ne peuvent pas apporter réponse à tout. Il faut des acteurs à la fois publics et privés. Donc, nous, de notre côté, on s'est dit, en tant que player sur le segment software et tout ce qui touche le cloud, qui est au cœur de la transformation numérique, il nous faut aussi avoir une stratégie pour aider cette jeunesse-là à acquérir des compétences. Absolument. Et c'est dans ce cadre-là qu'on a mis en place un certain nombre de programmes pour répondre à cela, dont le Global Skills Initiative, dont l'objectif, c'est de donner à 25 millions de jeunes dans le monde, voire 30 millions, de nouvelles compétences numériques. Mais on n'a pas ciblé toutes les compétences. C'est des compétences ciblées. Et on s'est basé sur des rapports qu'on a pu et des données qu'on a pu avoir durant ces dernières années pour dire voilà les compétences demandées par marché et voilà nous le type de formation qu'on va proposer pour pouvoir répondre à la demande de ces entreprises-là. Donc, on a une jeunesse africaine qui a montré qu'elle a soif de connaissances, mais malheureusement, les structures aujourd'hui éducatives et de formation disponibles n'offrent pas toutes les formations adaptées et facilitant l'éclosion des jeunes talents africains. D'accord. Waouh. Vous avez vu les défis, ça c'est clair, hein? Waouh. Donc, premier défi, effectivement, trouver une place pour chaque jeune dans ces secteurs qui sont recherchés. Et ça ne suffit pas, il faut faire attention à la cybercriminalité. Donc, même quand ils auront trouvé un truc, il y aura encore un truc derrière sur lequel il va falloir faire très attention. Et donc, j'ai noté alors, tu peux nous dire combien de partenaires Microsoft possède? Alors, on va dire que dans la région où je suis, c'est par exemple ce qu'on appelle MCC, Multicluster. Il y a, on peut dire environ 7000 partenaires. 7000 rien partenaires, que dans la MCC, ça veut dire l'Afrique. 7000 partenaires qu'on a identifiés. Après, il y a d'autres acteurs aujourd'hui qui sont dans l'ombre, mais qui sont toujours dans l'écosystème Microsoft aussi. Mais c'est 7000 partenaires aujourd'hui qu'on arrive à identifier de façon unique. Et 7000 partenaires, ils vous disent, OK, nous, on est prêts, on a des projets avec de l'IA, de l'IoT, et il nous manque les jeunes. Exactement. Très bien. Durant ces 3 derniers mois, j'ai eu plein de demandes concernant architecte Azure. Architecte Azure. Super. Oui. Bon, en tout cas, on est en train de travailler, on prépare un webinaire ensemble avec Jimmy Coder et Microsoft. Donc, on va essayer de voir dans quelle mesure on va pouvoir aussi apporter. Important, on continue tour de table. Nabounou,
ton avis sur les chiffres que j'ai pu montrer tout à l'heure, et puis 1 ou 2 défis pour toi. Déjà, sur les chiffres qu'on a vus là, nous qui sommes ici en Afrique, c'est quelque chose qu'on constate. Seulement qu'on ne peut juste pas dire avec, certitude tel chiffre, en fait. Sinon, Ouais. par exemple, moi, je connais, par exemple, dans la ville où j'ai grandi, il y a des Oui. écoles. Attention, ton micro, je ne sais pas si on t'entend bien. Oui, oui, allô, tu m'entends? Ouais, là, c'est bien. Oui, je disais que nous, c'est vraiment des choses qu'on vit franchement au quotidien, juste qu'on ne peut pas donner de chiffres avec certitude parce qu'on n'a pas fait d'études sur ces chiffres-là. Tout à Mais fait. nous, en voyant ces chiffres-là, on n'est pas étonné. Je veux dire, même dans la ville, par exemple, où moi j'ai grandi jusqu'à présent, il y a des écoles, il y a des quartiers où il n'y a qu'une seule école, des écoles qui font des cours, un groupe matin, un groupe l'après-midi, avec plus de 100 élèves par classe. Donc, tout ça, ça existe. Donc, on ne va même pas parler des autres conditions. Donc, il y a Oui, tout ça. Donc, les chiffres, moi, c'est très réel, en fait. d'accord. Maintenant, en termes de défis, moi, le premier défi que je souhaiterais énumérer ici, c'est que maintenant, avec la révolution numérique, les jeunes africains doivent arrêter en fait de se victimiser en fait surtout. Là, j'explique ça comment. En fait, aujourd'hui, les Africains, on a par exemple indexé les Occidentaux et les autres peuples du fait que la révolution industrielle, c'est parce qu'ils ont pillé l'Afrique, c'est parce qu'ils ont fait Oui, ceci, on n'a pas eu accès à telle ressource. Mais aujourd'hui, avec le numérique, enfin, qu'est-ce qui nous empêche d'être compétitifs en fait sur le monde? très bien. J'ai bien envie de savoir quelle est l'excuse en fait du siècle, de notre siècle aujourd'hui. Donc, Ouais, il y a ça. Maintenant, également, un autre défi, c'est que moi, par exemple, de mon expérience, c'est que quand j'ai eu mon examen du baccalauréat, j'ai oui, un homme qui m'a dit, par exemple, félicitations, maintenant tu pourras être fonctionnaire. ok, Donc, c'était pas mauvais pensé, mais aujourd'hui, pour être fonctionnaire aujourd'hui, il y a combien de places? Déjà, pour nous qui venons des familles déjà assez défavorisées, on sait que, on ne va pas dire que les gens ne vont pas reconnaître, mais beaucoup ici, pour gagner, pour réussir un concours de la fonction publique, il faut payer. Déjà, il y a combien de places et tout. Il y tout a à tout fait. ça, en fait. Du coup, l'État, même avec beaucoup de bonne foi, ne peut pas embaucher tout le monde. Et Absolument. en fin de compte, on se rend compte que même ceux qui réussissent à ces concours de la fonction publique, là, arrivés à un certain moment, ne sont plus satisfaits. Alors Ouais, qu'aujourd'hui, on a meilleur défi, on a des emplois qui tendent à disparaître, alors qu'on doit aujourd'hui être compétitif, regarder beaucoup plus vers l'avenir. Maintenant, il y a un point que Mme Patou a énuméré, j'aimerais un peu revenir dessus. oui, Elle a parlé tout à l'heure de nombreux diplômés qui sortent et qui n'ont pas, dont on ne sait que faire un peu de tous ces oui, diplômés qui sortent là. Ce qu'elle a dit, c'est tellement vrai, mais et de ceux qui ne sont pas diplômés. Parce qu'il y a ça, moi je me retrouve dans ce cas-là en fait. oui, tout Moi, à je fait. ne suis pas diplômée, Oui, mais bon, il y a quand même, le numérique m'a quand même offert cette chance-là de pouvoir d'avoir une insertion et aujourd'hui même d'être un modèle pour beaucoup de personnes. Donc, non seulement il y a les diplômés pour qui on ne sait que faire, mais oui, également il y a les non-diplômés. Donc, c'est plus ces points-là que je voulais axer un peu comme défi à très relever. bien. Merci Nabounou, c'est intéressant parce que tu donnes un angle différent et complémentaire de Mme Fatou. Mme Fatou qui a une vision effectivement corporate. Elle se dit, bon déjà, c'est une grande sœur, elle se dit, mais attends, elle est effrayée, la démographie galopante. Elle voit des jeunes de plus en plus partout dans son quartier, ça construit, c'est une démographie incroyable. Et elle se dit, les entreprises recherchent des compétences. Comment on va faire ces jeunes-là? Et toi, ce que tu dis, c'est que les jeunes aussi, il ne faut pas qu'ils se victimisent. Donc, il y a un état d'esprit. Là, tu mets en évidence les mentalités. Mentalité des jeunes à se victimiser. Ah, il n'y a pas de travail. Ah, il n'y a pas de boulot. Et puis, tu mets en évidence aussi la mentalité de l'environnement des jeunes. Parce que tu as parlé de l'oncle qui dit tu vas être fonctionnaire. Donc, il y a toute une mentalité à la fois des jeunes eux-mêmes et aussi de l'entourage des jeunes qui poussent les jeunes vers peut-être des métiers ou des secteurs comme le secteur public qui est à proscrire désormais, puisqu'il c'est plus possible. Merci en tout cas pour ce retour. Sans transition, Hamza.
Merci Douglas. Alors, c'est hyper enrichissant hein, d'être avec vous. Merci beaucoup. Moi, quand j'ai regardé la question, j'ai vu deux choses en fait. La première, pour moi, c'est quand on dit défi, c'est pas très clair parce qu'il y a deux façons de le voir. Est-ce que C'est vrai. défi, ça veut dire handicap? Ça veut dire je Oui, vois derrière moi et je me dis, mais il y a quoi qui me tire vers le bas? Il y a quoi qui me ralentit? oui, Et donc là, oui, la liste, elle est très très longue parce que toi, tu as commencé par faire un panorama voilà, de la situation de nos systèmes éducatifs. Et là, clairement, c'est le premier handicap qui vient en tête, c'est que bah, nos systèmes ne marchent pas bien, même à ouais, date aujourd'hui. Et en fait, du coup, même quand on a des jeunes qui ont des bac+5, on se rend compte qu'ils ont des déficiences énormes, que ce soit ouais, en termes de compétences techniques ou de compétences comportementales, fonctionnelles, etc. oui, Donc, en fait, nos systèmes ne produisent pas de la compétence. Ça, c'est un handicap majeur. ouais, Et c'est encore plus grave parce que quand on le fait de manière comparative et non pas absolue, vis-à-vis d'autres économies ou d'autres systèmes, on se oui, rend compte qu'en fait, et ça c'est un chiffre réel, l'écart entre un élève moyen du CM2, donc dernière année du primaire, aux États-Unis et un élève moyen dernière année du primaire dans n'importe lequel des pays africains, il est de 100 ans. Donc ça, c'est un chiffre réel, hein. C'est un 100 siècle. ans. Ouais. Donc, Ok. moi, quand j'avais vu ce chiffre, j'ai douche froide. Donc, en fait, il faut se Waouh. rendre compte. Il faut se rendre compte. Il faut se rendre compte d'où on part. Parce que si on ne sait pas qu'on a des handicaps, ben, en fait, on va continuer à croire que parce qu'on est dans la tech, ben, en fait, c'est cool, on est dans l'innovation. Des gens comme toi et moi, ben, on a accès à des écosystèmes internationaux. On parle à New York, on parle à Dubaï, on parle à tout le monde. Mais à Ouais, côté de ça, la réalité, et là, c'est une réalité humaine, hein, ce n'est pas une réalité d'infrastructure ou autre, c'est qu'on a un siècle d'écart. Donc ça, c'est le premier handicap, à mon avis. Et à mon avis, ce n'est pas la peine d'aller sur les autres, parce que bon, on peut parler ouais, ouais, d'infrastructure, on peut parler de beaucoup d'autres choses. C'est bien d'en rire, c'est très bien d'en rire, parce que voilà, l'humour, c'est bien, c'est thérapeutique. thérapeutique. Exactement. Donc, je dirais que voilà, si on prend les handicaps, à mon avis, ce n'est pas la peine de faire toute la liste. Il Ouais, y a clairement un défi démographique, il y a clairement un défi en termes d'infrastructure et d'accès à la technologie. Je veux dire, bon, il y a encore des écoles sans toilettes et on est en train de parler de tech. OK, mais tout à fait. et puis, il y a évidemment, il ne faut pas l'occulter, un énorme handicap de leadership. Clairement, quand tu disais tout à l'heure, oui, fonctionnaire, c'est pas terrible. En Ouais, fait, là, en ce moment, je suis aux Émirats. Et aux Émirats, le stakeholder, donc l'acteur de l'écosystème le plus innovant, c'est l'État. Donc, en fait, fonctionnaire, c'est le top de l'innovation. d'accord. Donc, tu vois, il y a des réalités différentes. Il y a des réalités différentes. C'est bien de s'ouvrir sur le monde et de se Ah dire ouais, que, bon, voilà, on connaît la nôtre, mais il y a d'autres façons de faire. Donc, je passerai plutôt du temps sur les défis au sens du oui, futur. Défis du futur. Défis du futur, moi, je les ai mis en deux questions. Je vais demander d'accord. deux questions. Ma première question, et je trouve qu'elle est vraiment essentielle, c'est qu'aujourd'hui, il y a une révolution numérique qui est en marche et il y a une transformation radicale des chaînes de valeur au niveau mondial. Je suis désolé, je parle en termes très macro, Oui, mais je sais que tu nous as dit qu'on avait, je sais pas, 40% de chefs d'entreprise, etc. Donc, à la limite, oui, oui, tout à fait. Tout à fait. euh, on a de nouveaux acteurs qui, en 10 ans, se sont évalués plus à la bourse américaine que des acteurs historiques qui avaient 100 ans. Aujourd'hui, Google vaut beaucoup plus, c'est une boîte qui a 20 ans, elle vaut beaucoup plus à la bourse plus capitalisée que General Electric ou autres qui étaient GE, des ouais, leaders. tout à Donc, fait. en fait, c'est une révolution qui n'est pas en marche, c'est une révolution qui a démarré et qui est actée. Dans cette révolution numérique, il y a clairement des gens qui produisent la valeur et d'autres qui en consomment. Et Ouais. aujourd'hui, typiquement, nous, en tant qu'Africains, on est consommateurs de valeur ajoutée numérique, beaucoup plus qu'on est producteurs. Je crois que le premier défi, c'est de se dire, très bien, on se met 30 ans, 40 ans dans l'avenir, comment on fait pour être producteur de valeur? Parce que si on a envie d'alimenter effectivement ces centaines de millions de jeunes qui vont arriver, il va falloir qu'on Oui, produise de la valeur et que cette valeur soit suffisamment intéressante pour que partout sur la planète, il y ait des gens qui la consomment. Donc, le vrai défi pour moi, c'est ça. C'est comment passer en mode production. Au lieu de passer 4 heures par jour sur Facebook à faire n'importe quoi, comment je fais pour ouais, passer 4 heures par jour sur mon éditeur de code ou sur ma plateforme de design ou,
et je peux vendre ça. 4 heures de travail par jour, c'est beaucoup mieux que 4 heures de navigation. Tout à fait. Typiquement, très, très clair. Donc ça, c'est un premier point. Le deuxième point, et c'est un défi qui est plus large pour moi et qui sous-tend la réussite de ce premier défi. Oui. Pour réussir ce premier défi, pour moi, j'ai une phrase choc. Pour moi, on est tous des acteurs culturels. En fait, pour moi, aujourd'hui, si on doit commencer quelque part, c'est là. C'est qu'on a besoin d'un changement, pas d'un changement, on a besoin d'une disruption culturelle dans nos pays. On a vraiment besoin de complètement métamorphoser la manière dont on fait du business, oui, dont on réfléchit aux opportunités et ensuite dont on partage la valeur. Et en fait, c'est vraiment ces 3 aspects-là. Pour moi, c'est des conditions sous-jacentes de la réussite du défi de devenir producteur de valeur. d'accord. Aujourd'hui, moi, en tant que, par exemple, à la 3W Academy, je vais te donner un exemple. Oui, Aujourd'hui, on arrive à identifier, sélectionner, orienter des jeunes qui ont du talent, qui ont de l'envie. Il y en a plein. oui, Et ces gens-là, on leur fait comprendre qu'en fait, ils ont besoin de faire un énorme écart pour pouvoir se mettre au niveau d'être producteurs de valeur ajoutée. Et une bonne partie d'entre eux le comprend. Donc ça, c'est déjà très bien. ouais. Ensuite, on arrive à créer des parcours de formation qui marchent, qui ont de l'impact. Tu as participé avec moi à l'un de ces parcours. Oui. Tu as vu, hein, on a des jeunes qui viennent de diplômes en biologie et qui finissent développeurs Java et ça marche Tout à fait. Tout à fait. Le problème après, c'est qu'une fois qu'on arrive en bout de cette chaîne de formation, il y a une chaîne d'insertion. Et en fait, sur cette étape d'insertion, aujourd'hui, j'ai encore beaucoup trop de chefs d'entreprise qui nous disent non, nous, s'il n'a pas un diplôme de Bac+5 en ingénieur informatique, on ne le prend pas. D'accord. Donc là aussi, il faut la disruption culturelle chez les chefs, chez les patrons. Chef d'entreprise, chef de projet. Il y a des chefs de projet qui vont te dire non, mais moi j'ai étudié 5 ans à l'université ou dans l'école d'ingénieur. Lui, il a fait 4 mois de bootcamp. Pourquoi est-ce qu'il va venir se mettre? En fait, le problème, c'est qu'on est encore dans un état d'esprit, dans un mindset de rareté. C'est-à-dire que la valeur ajoutée est rare. Et du coup, en fait, c'est un peu le sauve qui peut. C'est-à-dire que dès que j'ai un petit bout de valeur, je vais le garder pour moi. Et en fait, voilà, je vais me battre pour mon petit bout de pain. Il faut qu'on arrive à transformer ça en mindset d'abondance. À se rendre compte qu'en étant ensemble, en voyant plus large et en étant plus intelligent, on peut faire ce qu'on appelle un leapfrog. C'est-à-dire on peut faire un saut de grenouille et passer de manière très rapide. Et pour moi, c'est ça le deuxième défi, c'est de réussir la révolution culturelle rapidement. Parce que ça va tellement vite ailleurs et qu'on est tellement en retard qu'on n'a pas le choix. Et pour réussir, il faut que chacun d'entre nous, dans sa sphère d'impact direct, puisse se dire ok, je suis un acteur culturel. J'ai la possibilité de changer les choses. J'ai le leadership de le faire. Que je sois salarié, chef d'entreprise, recruteur, responsable de formation ou autre, j'ai la possibilité de le faire. L'avantage que nous avons, c'est qu'on a des jeunes qui sont prêts à tout. Et donc, la matière première, la matière brute, elle est là, elle existe, elle est extraordinaire parce que quand on fait des choses et qu'on leur donne la possibilité de réussir, je ne sais pas si c'était clair et synthétique, mais voilà, les 2 défis pour moi, ils sont très clairs. Waouh. Alors là, moi, en tout cas, j'ai pris des notes. Hein. Je ne sais pas pour vous là qui nous écoutez, c'était clair. J'ai noté premier défi, donc il faut créer de la valeur. Voilà, il faut qu'on soit en mesure de créer de la valeur, suffisamment de valeur pour pouvoir occuper tous ces jeunes. Et deuxième défi, j'ai noté le mindset d'abondance. Voilà, j'ai noté cette expression, si tu me permets. Le mindset d'abondance. Tu as parlé de disruption culturelle. Il faut que les chefs d'entreprise disruption culturelle en disant que voilà, en acceptant des profils, il faut que les chefs de projet dans les entreprises aussi ils évoluent en disant ouais, il faut quand même qu'on change nos habitudes parce que nos habitudes jusqu'à présent nous ont emmenés jusque-là. Très, très, très intéressant. Merci en tout cas, Hamza. Sans transition. Alors, juste pour rebondir sur ce que tu viens de dire, Hamza, je ne sais pas si on peut voir mon écran. Je voudrais partager justement une vidéo de ton académie, donc 3W Academy, un exemple de femme. Donc, j'ai pris l'exemple d'une femme, donc Nabila, qui justement a fait des études dans un secteur et a été formée par ton école dans le développement. Et elle a mis un peu, dans la vidéo, elle met un peu en évidence le fait que parce qu'elle a fait son secteur et que comme elle a fait informatique, les gens lui disent mais toi tu viens de finir informatique 4 mois et puis tu crois que tu vas
Tu m'as changé de nom. Et c'est terrible. Donc, on partage et puis on se reprend tout de suite avec Doji. À tout de suite. Après marqué le master, بغيت نخدم في الدومين ديال IT, domaine relatif à l'informatique, mais postulé plusieurs fois. Et malheureusement, à chaque fois, ma candidature elle est rejetée, justement parce que le titre du master ne correspondait pas au job que je voulais postuler. Et j'ai entendu parler de Job in Tech. Une amie m'a dit via Facebook cette opportunité. غادي تكون la chance de ta vie. Et c'est, alhamdoulilah, j'ai été sélectionnée. On m'a appelé après une semaine. On a passé nos soutenances le novembre. Il y avait dans le jury les membres des sociétés partenaires. Ils ont évalué notre travail et ils ont été très satisfaits. Ça, c'était la période Job in Tech. Maintenant, après Job in Tech, ce que je veux dire, c'est que ça marche vraiment et que c'est une force حقيقية زعما. C'est pas que du blabla. J'ai intégré l'entreprise en décembre. Et voilà, j'ai déjà commencé mon travail et je suis satisfaite du job et ils sont satisfaits de mon niveau. Voilà, donc c'est pas que du blabla, c'est du concret. Moi, j'ai pu le tester aussi. C'est vraiment super ce que tu fais, Hamza. C'est vraiment, je ne sais pas si les autorités marocaines m'entendent, je ne sais pas si… Mais en tout cas, c'est du lourd. Voilà quelqu'un qui est sincère, voilà quelqu'un qui est déterminé, qui comprend les réalités et qui tire la jeunesse vers l'excellence. Merci en tout cas, Hamza. Merci, j'en profite juste parce que tu me remercies, mais en fait, je voulais juste dire que c'est vraiment un travail collectif, encore une fois. On n'aurait jamais pu réussir ce projet si on n'avait pas été en partenariat immédiatement avec Capgemini, Atos, pour ne pas les citer. Hein. Et ces gens-là ont été d'une bonne volonté considérable. Ils ont fait réussir ce projet. Les institutions publiques qui étaient derrière aussi ont fait réussir le projet. La participation a été hyper importante. Donc, tu vois, c'est un collectif. C'est un collectif. Et ça peut marcher. C'est un collectif. C'est que comme ça. Et c'est tous ensemble, on a changé le mindset. Ouais. D'accord? On a fait le mindset d'abondance. Tous ensemble. Alors, sans transition, Doji, je te passe le micro. Peut-être un mot sur les chiffres que j'ai pu montrer et puis surtout, de ton côté, quels sont les défis qu'il va falloir relever sur le continent? Alors, oui, merci et merci pour le partage. Hein. Je pense que les chiffres parlent, voilà, les chiffres parlent et c'est effectivement le gap au niveau de l'éducation est tellement criard que je ne vais pas en revenir là-dessus. Et quand je vois, Hamza disait, il y a entre les États-Unis, on parle de 100 ans, voilà, parfois on le dit dans les réseaux sociaux, mais c'est des chiffres réels en fait, c'est basé sur vraiment les statistiques. Et moi, justement, le défi, donc, en termes en fait, dans la partie éducation, en termes d'éducation, je pense que le défi reste de l'éducation. Et quand on parle de défi d'éducation, c'est comment on forme, l'accès à la formation, donc formation, éducation, et quelles sont les nouvelles méthodes également à mettre en place. Parce que si on veut faire ce leapfrog-là, on ne va pas faire le processus pendant 100 ans. Les choses évoluent et comment on trouve des nouveaux modes d'apprentissage, des nouvelles méthodes d'acquisition de compétences pour permettre à ces personnes qui soient dans l'éducation formelle ou même en décrochage ou même informel, puissent avoir cette connaissance-là ou cette compétence-là pour être utile ou bien pour apporter dans le marché de l'emploi ou même pour développer leurs propres activités. Et aller dans cette production de valeur dont Hamza parlait, effectivement, il faut avoir ce processus-là, comment on apprend, comment on acquiert les nouvelles compétences, comment on partage, comment on a accès à ces ressources-là de l'éducation pour justement être créateur de valeur à travers les compétences qu'on aura acquises. Et l'autre aspect, pour ajouter, c'est l'accès aux infrastructures. Alors, quand je parle d'infrastructures, c'est global, c'est des espaces. Par exemple, pour faire un camp, il faut un espace pour
des activités de 10 000 codeurs, il faut un espace. Des coworking pour les entrepreneurs, en fait, pour qu'ils développent leurs activités, pour qu'ils soient accélérés. L'infrastructure technique, les data centers, le télécom, etc. Donc, ces infrastructures-là, et même les écoles, on ne parle pas forcément des gros buildings où tout est, voilà, mais des petits espaces qui sont proches des communautés, tels que les labs, les incubateurs, les programmes alternatifs, tels que etc., qui permettent à ces personnes qui ont soif de la connaissance ou qui aimeraient être formées ou qui aimeraient retrouver un nouveau métier, puissent y avoir accès et ensuite développer ces compétences-là au sein de ces infrastructures-là. Donc, on a vu un peu avec la pandémie l'importance de ces infrastructures télécom telles que les Zoom, etc., les Meet, etc. Voilà. Et si on n'a pas accès, par exemple, à Internet, ce serait compliqué pour nous aujourd'hui de discuter, d'échanger. Et on est dans un réseau mondial connecté où la connaissance, elle peut être aux États-Unis ou même dans l'espace aujourd'hui, mais à travers Internet, on peut y avoir accès. Donc, si on n'a pas ces infrastructures-là aussi de base, il serait compliqué de faire ce leapfrog-là. D'éduquer les gens, de former les gens pour qu'ils soient producteurs de valeur. Voilà. D'accord. Alors ça, c'est intéressant. Je retiens donc un premier défi donc, qui est comment améliorer l'apprentissage. D'accord. Premier volet. Et deuxième volet, effectivement, tu parlais d'infrastructure, mais on parlait de lieux. Alors peut-être que toi, je vais enchaîner sur la troisième partie, puisque tu es un maker. Donc, ça va nous donner l'occasion d'enchaîner sur la troisième partie sur les opportunités. D'accord ? Sur les opportunités, j'en profite pour saluer notre auditoire. Nous sommes bien ensemble. Nous sommes le 22 avril. Merci, cher Africa, pour cette opportunité de ces belles rencontres au niveau des panélistes. Merci aussi au niveau du public. Je salue Cyril qui vient de nous saluer. N'hésitez pas à poser des questions. Cyril qui est Product Owner, d'accord, encore les métiers dont on a vraiment aussi besoin. On va entrer dans la troisième partie. Troisième partie, les opportunités. On a parlé des défis. On a donné quelques éléments mais au niveau des opportunités, d'après vous et aussi au regard de votre expérience, et peut-être aussi à votre niveau, comment les opportunités dont vous allez parler, vous avez commencé à essayer d'être acteur de ces opportunités-là. D'accord ? Donc, Dodi, je reviens sur ce que tu dis, parce que toi, tu es un maker, tu travailles avec les tiers-lieux. Ces notions de lieux physiques dans lesquels les jeunes peuvent venir, quel que soit leur diplôme, des lieux qui peuvent générer de la curiosité, des lieux qui peuvent permettre de s'initier à de la mécanique, à de la robotique, à de l'électronique. Toi, tu le vis, ça. Est-ce que tu peux justement, à la lumière des opportunités que tu vas me donner, par rapport à ton retour d'expérience, est-ce que c'est vers ce genre de tiers-lieux, les espaces de making, qu'il faudrait aller? Oui, merci. Donc, tout à fait. Donc, c'est une partie de la chaîne. Donc, effectivement, avoir accès à ces lieux-là, tels que les labs, les tiers-lieux ou des Fab Labs, ou même les makerspaces. L'avantage est que dans ces lieux, on a accès à tout. On peut tout faire, en fait, que ce soit de l'électronique, de la mécanique, de l'entrepreneuriat. En fait, c'est un espace où tout bouillonne. Voilà, les éléments sont là, on peut s'initier, on peut tester les choses rapidement et voir si on est intéressé, on fait évoluer. On peut même faire de la recherche, travailler en collaboration et surtout, on a accès à des communautés. Donc, on parle souvent de communautés apprenantes. Donc, voilà, vous venez dans une communauté, vous pouvez faire de l'architecture, vous pouvez avoir accès aux logiciels, vous avez des architectes, vous avez des mécaniciens, etc. Donc, et même si la ressource, elle n'est pas localement là, on sait que le réseau mondial des Fab Labs, on peut demander au réseau français, on peut demander au réseau américain, etc. Donc, cette opportunité, elle est là et elle est possible également à travers justement le numérique. Donc, lorsqu'on développe des projets, on est beaucoup tourné vers l'open source et les projets sont documentés. Donc, vous pouvez travailler sur un projet, reprendre, réadapter avec des licences comme des licences Creative Commons, par exemple. Donc, ça permet effectivement de disséminer la compétence
également de promouvoir, en fait, de laisser accès libre à des outils, des compétences qui peuvent être utilisées pour résoudre des problèmes et en fait, trouver des solutions à des problèmes localement identifiés. Donc, lorsqu'on a plusieurs labs en fait, qui maillent la communauté ou bien un pays, oui, on parle vers des espaces d'apprentissage, de la micro-industrialisation. Donc, lorsqu'on a plusieurs micro-industries, oui. au final, ça devient grand en fait à l'échelle d'un pays. Donc, nous, on va vers ça à travers le réseau. Donc, on a plusieurs labs dans la sous-région. On va en communauté. Là, on était chacun dans son pays. Là, quand on parle de l'Afrique de l'Ouest, on parle de l'Afrique du Nord. On est connecté un peu avec tous les réseaux, que ce soit du Nord et autres. Donc, avoir ces espaces-là, on parle souvent le même langage. On a accès aux mêmes outils. Donc, on a certainement les mêmes perspectives en termes de développement et de recherche. Donc, on touche, par exemple, de l'open santé, du climat, en fait, tous les aspects de la vie, vous les retrouvez dans les labs. Dans les labs. Voilà. Alors, je pense qu'on va faire le lien avec Nabounou, parce que je sais que dans l'histoire de Nabounou, dans ton histoire personnelle, les Fab Labs ont joué un rôle. Hein. C'est bien ça? Tu peux nous raconter un peu l'histoire, justement, avec le Fab Lab de Côte d'Ivoire? Et qu'est-ce que ça t'a apporté? Parce que là, Dodji vient de parler de lieux physiques dans lesquels il y a des communautés apprenantes. Et je crois comprendre que toi, dans ton parcours qui t'a amené jusqu'ici, tu as eu à bénéficier de ces communautés apprenantes, de ces espaces qui t'ont permis un peu de te chercher, de te trouver. Raconte-nous un petit peu. Oui, effectivement, les Fab Labs ont joué beaucoup aujourd'hui dans ma vie. Donc, comme ça commence à commencer, comme j'ai dit, là, quand j'ai commencé à m'intéresser plus ou moins au numérique, au développement et tout, vu que c'était beaucoup plus les garçons qui maîtrisaient un peu le domaine et tout, donc je les suivais beaucoup pour qu'ils puissent m'apprendre, qu'est-ce qu'ils savent et tout. Donc, c'est là qu'il y a un ami qui me trouvait assez collante en voulant se débarrasser de moi, m'a envoyé à Baby Lab. Donc là, j'ai rencontré Aubin, Edwige, Diabaté et tout. Et là, à travers Baby Lab, ils avaient des formations, des petites formations, des cours en ligne, l'utilisation des instruments 3D, des cours de développement, un peu de tout ça en fait. Du coup, je ne manquais plus, je profitais de ces espaces-là. Et puis également, vu qu'il y avait des échanges libres, des personnes qui venaient juste pour partager leurs connaissances et tout. Donc, c'est un peu par là que moi, j'ai commencé on a profité un peu de tout ça. En fait. Donc, c'est des espaces vraiment qui sont très importants. Et moi, à mon tour, j'ai eu à rediriger beaucoup de personnes vers les Fab Labs également, surtout vers Babylone, parce que c'est vraiment des espaces qui beaucoup m'ont énormément apporté. C'est un espace qui m'a énormément apporté en termes d'apprentissage numérique. C'est vraiment intéressant. Merci pour ton témoignage. Donc, ça conforte ce que tu dis, hein, Dodji. Et moi, je voudrais aller plus loin. J'ai eu l'occasion d'échanger avec Daouda Diouf, hein, qui est le patron de ODC, d'accord, Orange Digital Center au Sénégal. Et d'ailleurs, c'est Daouda qui m'a permis de rencontrer Mame Fatou. Donc, je salue le frère Daouda s'il nous écoute. Et il m'a parlé du projet d'Orange Digital Center et il m'a fait comprendre qu'effectivement, dans le positionnement de cette multinationale, il y avait le fait de pouvoir mettre à disposition des espaces où chaque jeune peut entrer, sortir, donner libre cours à son imagination, avec diplôme ou sans diplôme, s'intéresser à des sujets et peut-être là que ça peut démarrer, donc susciter l'intérêt. Donc, j'ai trouvé que c'était intéressant. Parce que du coup, on cueille le jeune comme il est et on fait naître autour de lui peut-être des vocations. Donc moi, ça me parle puisque nous, chez Dimicodeur, avec les webinaires qu'on organise tous les soirs, 20h heure de Paris, il y a cette volonté de mettre à disposition de l'information pour la jeunesse. Et donc, j'ai noté qu'il y avait un grand projet avec Orange, donc 17 pays africains, de faire ça. Donc Dodji, il y a du boulot, hein, il y a des choses à faire, hein. Oui, il y a beaucoup de boulot. Juste pour ajouter, ces espaces ont une importance parce que les jeunes, ils sont en quête de repères, en fait.
Oui, Et oui. généralement, ils Fixe. voient certaines choses, voilà, ils voient certaines choses à la télé. Pour eux, c'est tellement loin, c'est abstrait, Tellement loin, ouais. qu'ils ne veulent même pas se projeter. Voilà, ils ne veulent même pas se projeter. Et lorsqu'on leur donne accès à ces espaces-là, le fait qu'avec un Arduino, c'est un petit composant électronique, ils puissent eux-mêmes faire un système de feu tricolore en 30 minutes, Tout à voir fait. leurs yeux pétillent, et pour Absolument. eux, mais en fait, j'ai jamais fait la programmation ni de l'électronique, mais en Oui. 30-40 minutes, je suis capable de le faire. Et Absolument. du coup, ça, voilà. Donc, avoir ces espaces-là est une première étape, les équiper et maintenant les faire évoluer au fur et à mesure, justement, pour aller vers ce leapfrog dont on a besoin. Super. Merci en tout cas pour ce témoignage, Dodji. Je vais me retourner vers Mamfatou. Dodji, dans ton intervention, tu as parlé à un moment donné d'infrastructure et tu as parlé d'open source. Alors, moi, je vais faire un peu du pied à Mamfatou parce que je sais que Microsoft, depuis maintenant plusieurs années, s'est engagé en fait dans la voie de l'open source. Et j'ai eu l'occasion, moi, personnellement, à travers toi aussi, Mamfatou, de rencontrer un expert dans le secteur du développement cloud Microsoft. Et effectivement, son travail, c'est de créer du contenu et de le mettre open source et de partager, etc. Je voudrais, Mamfatou, que tu puisses me dire, toi, au niveau des opportunités, quelles sont, d'après toi, les opportunités pour la jeunesse par rapport au numérique? Et puis peut-être revenir sur le travail que réalise Microsoft. Et tu m'as parlé d'un projet aussi très intéressant pour l'Afrique qui est en train d'arriver aussi dans ce sens-là. Les opportunités en fait, du numérique sur la partie, sur la partie opportunité, pour moi, en fait, les 500 millions dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est une opportunité parce qu'aujourd'hui, c'est ce chiffre-là qu'on doit avoir en tête en tant qu'acteur et nous dire quelle est la stratégie à mettre en place pour absorber tout cela. Donc, rien que pour moi, il y a déjà 500 millions d'emplois qui devaient nous attendre à la sortie, on va dire, de cette transformation. C'est une opportunité. Après, l'autre opportunité, c'est que ce qu'on a constaté aujourd'hui avec la pandémie, je pense que Dodji l'a mentionné tout à l'heure, la façon de travailler a changé. Hamza a mentionné la création de valeur. Aujourd'hui, avec la transformation numérique de l'ensemble de ces pays africains-là, ce qu'on a vu, nous, de notre fenêtre Microsoft, c'est qu'on part en fait d'une société plutôt manufacturière à une société qui va être une société de services. Oui. Hamza a fait l'analogie en disant il y a les producteurs de valeur et il y a les consommateurs. On peut être à la fois producteur et consommateur et c'est là où pour moi il faudrait trouver l'équilibre pour le continent africain. Producteur de valeur et consommateur de valeur. Parce qu'aujourd'hui, si on produit de la valeur, faut pas qu'on se leurre. On l'a déjà remarqué, il y a plein de jeunes aujourd'hui qui ont du talent, qui ont créé des produits, mais il se trouve que c'est pas adapté à un besoin concret. Oui. Donc, en termes de commercialisation, vendre, faire croître l'activité, embaucher d'autres personnes derrière et continuer cette partie entrepreneuriat, c'est un peu dur. Donc, il faut qu'on essaie de rationaliser toute cette partie-là aussi. Donc, aujourd'hui, côté Microsoft, ce qu'on a ressenti, c'est qu'avec la transformation numérique, on a nos partenaires et nous-mêmes, Microsoft, on fait beaucoup plus, on performe beaucoup plus sur l'aspect business. Donc, qui dit performer mieux sur l'aspect business, dit création d'emplois, beaucoup plus de parts de marché et donc embaucher des jeunes, de nouveaux talents. D'accord. Par exemple, durant la pandémie, nous avons embauché, au début durant les 6 premiers mois, si je ne me trompe, ou 9 premiers mois, on a eu 25 000 personnes embauchées chez Microsoft. 25 000 personnes qui ne se sont jamais vues et dont l'embauche est basée uniquement sur les skills qu'ils ont, c'est-à-dire les compétences. Et je rejoins sur cette partie-là Nabounou. On fait abstraction parfois de l'aspect diplômant, mais on parle de compétences. Qu'est-ce que tu sais faire? Quelle est ta valeur ajoutée aujourd'hui dans une entreprise? Et ça, je pense qu'il ne s'agit pas de faire, on va dire, polytechnique ou de faire une grande école d'ingénieurs. Il s'agit plus de pouvoir identifier son talent, sa passion, de faire les formations pour, s'il y en a bien sûr, et après, les portes de l'opportunité vont s'ouvrir. Aujourd'hui, avec le JSI, on prend toute cette chaîne en compte. On sait qu'il y a des opportunités. Donc, on identifie quels sont les talents, on forme aux compétences numériques et après, on fait du coaching pour assurer leur insertion professionnelle. Et tout ça, c'est accessible actuellement à tous les jeunes du monde. Effectivement, il y a une chose qu'on va lancer bientôt, bien sûr, avec 10 000 codeurs,
pour pouvoir aider cette jeunesse africaine-là à capter ces opportunités et qu'ils puissent trouver aussi leur place dans ce monde-là. Et en termes de, il y a des on va dire, il y a des jobs aujourd'hui qui sont beaucoup plus demandés que d'autres. C'est le cas de tout ce qui est Customer Service Specialist. C'est le cas de tout ce qui est Financial Analyst. C'est le cas de tout ce qui est Graphic Designer. C'est le cas de tout ce qui est Data Analyst. C'est le cas de tout ce qui est Project Manager comme Nabunu. Donc, aujourd'hui, Software Developer. Aujourd'hui, il y a 10 job descriptions qui sortent du lot quand il s'agit du continent africain. OK. OK. Super. Ces 10-là, je pense qu'il y a moyen de les cibler un peu plus et d'exploiter ces opportunités. Sachant qu'on parle de 30 millions de personnes formées, aujourd'hui, il n'y a que 2 millions qui viennent du continent africain, ce qui est très peu. Oui. À date. J'espère que ce chiffre va être amélioré, mais à date, voilà, c'est ces deux-là. Donc, je pense que l'opportunité est là et la grande opportunité, c'est juste créer de la valeur pour répondre à des besoins africains avec des solutions adaptées à notre environnement. Waouh, waouh, waouh. Ah, Fatou, toi, tu parles bien. T'entends là, il dit, il faut continuer seulement. Non, c'est super intéressant. Alors, c'est intéressant, tu m'as dit 10 job descriptions, donc il va falloir que les jeunes soient au courant que ce sont ces métiers qui sont les plus recherchés. Oui. Et donc, ça, c'est très important. Je voudrais, avant de passer la parole à Hamza, Mme Fatou, je voudrais que tu parles un peu, on parle un peu de l'écosystème. Tu sais, par exemple, au Sénégal, il y a un écosystème actuellement avec des acteurs. Oui. Il y a du Simplon, il y a du Guébéa, il y a aujourd'hui de nouveaux acteurs. Oui. Comment est-ce qu'une organisation comme Microsoft, est-ce que Microsoft évolue dans la façon de collaborer? Par exemple, là, il y a Hamza. Oui. Hamza, lui, il a des bootcamps. Et est-ce qu'aujourd'hui, dans la façon de collaborer, est-ce que Microsoft travaille aussi avec ce type de structure, des écoles? Et comment ça se fait en fait? Est-ce que, par exemple, typiquement, on peut envisager que vous collaborez avec des écoles en disant « Hey les gars, voilà 10 job descriptions. Si vous me sortez des gens qui sont là-dedans, nous, on prend. » Comment ça se passe en fait, la collaboration entre Microsoft et l'écosystème tech de manière générale? La collaboration avec Microsoft et l'écosystème tech, on va dire qu'elle est très simple. Nous, on sait que nous avons une présence géographique qui nous permet de connaître les spécificités locales. Après, on n'est pas assez nombreux pour dédier toutes les ressources nécessaires pour accompagner l'acquisition de nouvelles compétences des jeunes. Donc, il va falloir avoir des relais, travailler en étroite collaboration avec des acteurs comme 10 000 codeurs, comme Sonatel Academy via Daouda Diouf, comme Simplon via Bouna, comme Polaris Asso avec Ousmane, tous ces acteurs-là, GBA, pour pouvoir adresser de façon beaucoup plus proche de cette jeunesse-là. C'est-à-dire la proximité, privilégier la proximité, parce qu'on a remarqué que la plupart de ces jeunes décrochent si on est sur une formation 100% en ligne. Donc, il faut des gens pour continuer, voilà, physiquement, pour les motiver, mais aussi continuer ce travail-là. Exactement. Donc, avec ces acteurs-là, nous travaillons. Ce qu'on aimerait faire, c'est on a l'initiative, nous mettons à disposition les plateformes d'e-learning. Nous mettons à disposition des certifications qui vont permettre à la personne, à l'apprenant, de démontrer sa valeur via son CV. Nous aidons cet apprenant-là à bien maîtriser, on va dire, les choses qui sont recherchées par les RH durant les entretiens pour pouvoir mettre toutes les chances de leur côté pour décrocher un emploi. Après, il y aura des apprenants qui ont cette fibre entrepreneuriale. Ces apprenants-là aussi, il y a un autre roadmap pour pouvoir les aider à concevoir, à mettre en place leur entreprise, à concevoir des produits et à être rentables. Donc là, il y a des choses en vue avec Daouda et Bouna qui seront probablement exécutées pour l'année fiscale prochaine. Il y a des choses en vue pour 10 000 codeurs et on espère que ça sera exécuté avant le 31 décembre de cette année. Donc, et toutes ces initiatives-là visent vraiment à démocratiser l'accès aux compétences numériques pour la jeunesse africaine. Alors moi, je suis vraiment fan de cette approche-là parce que nous, Jim Coder, on croit énormément à cette approche-là. C'est-à-dire que, et c'est pour cette raison que des acteurs comme nous, on a envie de toucher un maximum de jeunes avec les webinaires pour leur dire, écoutez, c'est possible, et les mettre en relation avec des acteurs qui ont eux, des opportunités, mais qui ne trouvent pas. Donc le reach, d'accord? Nous, on peut atteindre les jeunes
Et je crois vraiment à cette possibilité de dire aux jeunes, écoutez, allez, il y a une certification que vous allez pouvoir passer, il y a un parcours, c'est cadeau. Vous créez un compte, c'est gratuit. Vous bossez, vous bougez un peu les fesses, comme dit Nabounou, il n'y a pas d'excuses. Et puis, vous allez pouvoir décrocher une certification sécurité, certification fondamentaux de la data, certification au niveau des différents métiers. Ça, j'y crois vraiment, vraiment beaucoup et je félicite le travail d'acteurs comme Microsoft pour justement se mettre au niveau de ces acteurs locaux qui sont pas énormes, mais qui font un travail. Par exemple, Hamza, il a des promos de 50, 100, 200. Et ben, ces 50, 100, 200, à côté de ça, il peut y en avoir d'autres jeunes qui n'ont peut-être pas la chance de faire des formations en présentiel, mais qu'on arrive à motiver pour dire allez-y, passez du temps, certifiez-vous. Merci en tout cas. Ça, j'y crois vraiment, vraiment, vraiment. Et pour moi, ça, vraiment, c'est vraiment quelque chose qu'il va falloir faire. Bravo en tout cas pour Microsoft. Pour information, en ce qui concerne Dimicoder, on est aussi en collaboration avec certains éditeurs de plus en plus, parce que les éditeurs cherchent des ressources au niveau mondial. Ils n'arrivent pas à atteindre. Donc, tu as donné un nombre tout à l'heure, 500 millions. C'est vraiment hyper intéressant et nous, on veut vraiment, vraiment aller les chercher. Hamza, je te passe le micro pour nous dire un petit peu par rapport à ce que tu as entendu et puis aussi les opportunités. Écoute, je pense que c'est indéniable. Hein, tout ce qui vient d'être dit, c'est bon, c'est une clarté extrême. Et voilà, en fait, si je pouvais compléter peut-être et apporter une approche, on va dire, de terrain aujourd'hui. Oui. Moi, je me dis, on peut s'adresser déjà d'abord aux jeunes. Oui. Alors, il y a des jeunes qui nous écoutent ce soir. Il y en a probablement qui reverront le webinaire parce qu'il est enregistré, donc ils le reverront sur YouTube. Si on veut s'adresser aux jeunes et leur dire, bon, très bien, il y a des opportunités pour vous. On peut commencer par le endgame, c'est-à-dire où est-ce qu'ils peuvent arriver. Où est-ce qu'ils peuvent arriver, oui. Clairement, parce que, et en leur donnant des exemples concrets. Moi, je vais donner des exemples concrets pour vraiment être super terrain. Oui. J'ai des jeunes qui ont fait une licence en droit dans une université marocaine. Oui. Ils viennent d'un milieu normal, correct. Oui. La 3W Academy sur le bootcamp PHP, JavaScript, qui se sont spécialisés en JavaScript à fond et qui se sont auto-formés, qui sont devenus full stack JS, donc ils sont sur un stack Node React. Ouais. Et au bout de 6 mois, c'est-à-dire entre le moment où ils ont démarré la formation, donc ils ont décidé de se reconvertir, 6 mois plus tard, ils ont été embauchés par une boîte allemande qui les paye à distance 2 000 € par mois. Waouh, super. C'est quasiment 10 fois le SMIC marocain. Tout à fait. Alors, pour moi, ça, c'est une success story qui n'est pas extraordinaire. C'est pas extraordinaire parce tout que à fait. C'est une parmi d'autres. C'est-à-dire que là, voilà, ça, c'est un des parcours. Oui. Un des parcours, c'est que je suis intelligent, je me donne tous les jours, je persévère, je ne lâche pas mon objectif. En fait, tout est là. C'est-à-dire qu'à la limite, ils n'ont même pas besoin de 3W Academy. Pour ceux d'entre eux qui sont les plus autonomes, tout est disponible en ligne. Tout à fait. Franchement, tout. Donc, en fait, ils peuvent y aller et c'est à coup de persévérance, c'est à coup d'intelligence, c'est à coup d'être dans un état d'esprit productif, efficient et pas d'être dans un état d'esprit défaitiste et consommateur. Encore une fois, je reviens au mindset. La différence, c'est le mindset. Le discours que j'ai envie de donner aux jeunes, ça c'est un exemple parmi d'autres. J'en ai aujourd'hui, après 2 ans, on a formé plus de 200 personnes et les sorties positives, c'est 90% de sorties positives. Donc bon, ça veut dire que j'ai 180 exemples à donner. Mais ce que je veux dire, c'est quoi? C'est que ce qui caractérise la réussite de ceux qui réussissent, c'est en fait des ingrédients de personnalité. C'est des gens qui y croient d'abord, qui y croient. Une fois qu'ils y croient, ils définissent un objectif qui est clair et en fait, après, ils ne s'arrêtent plus. Et c'est du quotidien. Ils se réveillent le matin en se disant aujourd'hui, je vais prendre 1% de plus dans l'atteinte de mon objectif. 1% par jour. On ne parle pas de faire des miracles tous les jours. On parle juste de faire le show-up pour le travail tous les jours. Donc ça, pour moi, c'est la première chose à dire. Et ce que j'ai envie de leur dire aussi pour compléter ça, c'est qu'aujourd'hui, les modes de travail, déjà, ils étaient en train de changer avant le Covid. On était en train de voir toute l'économie du freelance, la gig economy, mais vraiment se développer de manière considérable. Le rapport du World Economic Forum sur la métamorphose du travail ne date pas
du Covid, il date de 2 ou 3 ans avant le Covid. Et il disait déjà qu'on allait passer sur du mode de travail à distance, sur de l'automatisation, sur plein de choses. Donc, en fait, le Covid, il a accéléré cette transformation du mode de travail. Aujourd'hui, on peut travailler à partir de l'Afrique partout. D'ailleurs, il y a des boîtes qui se sont installées aujourd'hui qui ne font que ça. Je vais donner des noms si tu veux. Il y a Randela, il y a Talenteo, il y a plein de boîtes qui font ça, qui font des formations à des jeunes en Afrique et qui les font bosser pour des boîtes qui sont partout dans le monde. Donc ça, quand tu es un jeune, tu es en Afrique et que tu te dis, OK, qu'est-ce que je peux bien faire, tu sais que tu as ce genre de parcours. Vas-y, c'est la compète, fonce. Donc voilà, l'opportunité, elle existe. Le deuxième message que j'ai envie de donner, là, ce n'est pas un message aux jeunes, c'est un message plutôt à l'écosystème qui est autour du jeune. Oui. Et je pense que c'est hyper intéressant que tout l'écosystème se centre autour du jeune. Parce que, en fait, si le jeune réussit, l'écosystème réussit. Absolument. C'est ça qui est hyper intéressant, je trouve, dans la manière de voir les choses que tu as aussi et que 10 000 codeurs développent. C'est de dire, si on se centre sur le jeune et qu'on met tout le monde autour de lui, grand frère, recruteur, établissement de formation, etc. En fait, notre cap commun, c'est la réussite à moyen long terme de ce jeune. Absolument. Et en faisant en sorte de s'aligner tous ensemble sur ce cap, en réalité, on crée de la valeur à un niveau systémique. Donc, l'État, en investissant sur des formations efficaces de reconversion ou d'accès au numérique, il va aller favoriser cette réussite. L'entreprise qui accepte de recruter et qui accepte d'investir dans ses ressources une fois qu'elle a recruté dessus, elle favorise la réussite de ce jeune et de facto, à moyen terme, elle gagne en compétitivité et elle gagne en productivité, etc., etc. Donc, aligner l'écosystème entier et travailler vraiment en famille, quoi. C'est-à-dire commencer chez nous en famille en se disant, bon d'accord, moi je suis Microsoft, je travaille déjà avec des acteurs, c'est top, c'est le bon exemple, c'est top que Microsoft ait ce leadership et qu'il ait l'occasion d'en parler ici. Moi, ce que j'aimerais, c'est que ce leadership, il transvase vers l'ensemble des acteurs de la chaîne IT déjà, des pure players, et puis globalement, de toutes les entreprises qui recrutent des talents. Et grosso modo, c'est avec ça qu'on va y arriver. Donc, c'est alignement autour de la réussite des jeunes, qu'on en fasse une cause, non pas nationale, mais une cause continentale, quoi. Continentale, tout à fait. Si on a bien une, c'est ça, c'est de s'aligner. La cause, c'est la réussite de nos jeunes qui sont déjà sur le marché aujourd'hui ou qui vont arriver au cours des 10 prochaines années. Waouh. Alors, on arrive bientôt à la fin de ce webinaire. Je pense qu'on a eu des échanges vraiment très riches. Il y a une question de la part de Cyril. Cyril, il est product owner. Il a un MBA. Il est aux États-Unis. Il nous suit. Et il voudrait retourner en Afrique. Et il a entendu des choses de la part de Mam Fatou. Il a entendu des choses de la part de Hamza. Il se dit, bon, comment, ça c'est intéressant, parce que au niveau des opportunités aussi, et ça me permet de rebondir sur le travail qu'on essaie de faire nous au niveau de 10 000 codeurs, il y a justement la diaspora. C'est à nous de dire aux jeunes, c'est possible. Tu vois, Hamza, le message que tu donnes là, malheureusement, les jeunes, ils ne l'entendent pas. Il faut qu'ils arrivent à trouver des modèles et qu'ils arrivent à trouver des endroits, des lieux virtuels ou physiques où ils peuvent entendre ce discours-là. Qu'est-ce qu'on peut maintenant, pour un jeune, pour un product owner MBA, je m'adresserai à Mam Fatou, un product owner MBA qui est aux États-Unis, dans quelle mesure il peut, par exemple, les talents de la diaspora, c'est une question un peu plus vaste, à votre avis, quel est le rôle des talents de la diaspora par rapport à cette jeunesse africaine? Bon, moi, j'ai ma petite idée, mais je vous pose la question. Bon. Alors, ce qui me vient en premier à l'esprit, c'est plutôt, il est product owner. Donc, je me dis qu'il a probablement sa PME quelque part dans le monde, même si ce n'est pas dans son pays d'origine. Qu'est-ce qui nous empêche aujourd'hui de répliquer le modèle que Hamza a décrit, c'est-à-dire utiliser les talents qui sont dans le pays d'origine, bien les former pour apporter de la valeur à son entreprise? Ça, c'est une première chose.
Maintenant, si son entreprise se focalise sur une industrie particulière, ça peut être la santé, c'est en vogue parce qu'on parle de Covid et tout, la modernisation du secteur de la santé, ça peut aller dans la modernisation du remote working dans les entreprises, ça peut aller dans la sécurité, ça peut aller dans tout ce qui est analyse de données pour mieux apprendre et faire de l'analyse prédictive. Tout dépend de son secteur d'activité. Si c'est une industrie précise, il y a moyen aujourd'hui de choisir on va dire le stack, c'est-à-dire la plateforme qu'il va utiliser pour fabriquer ces solutions-là et devenir un partenaire dans des éditeurs de la place. D'accord. Donc, il y a la relation partenaire-éditeur qui peut être bénéfique pour lui et à la relation utiliser les talents qui se trouvent dans le continent africain pour faire de l'outsourcing, c'est-à-dire qu'il puisse épauler les activités de son entreprise. Super. Bon, je pense que ça, c'est merci. Merci, Mamfatou, là, c'est clair. Merci, Cyril. Hamza, à ton avis, le rôle… aligné avec Mamfatou, parce que, en fait, le danger, c'est de dire la diaspora est là pour orienter. En fait, aujourd'hui, quand tu parles à un jeune, au Maroc ou ailleurs, sa motivation, elle est très concrète. Il a besoin de gagner de l'argent. Tout à fait. C'est bien les webinaires, etc. C'est hyper bien pour sensibiliser. Mais si tu veux vraiment alpaguer le jeune et vraiment créer de la motivation, il faut lui donner une carotte qu'il va manger derrière. Tout à fait. Donc, la carotte, c'est de bosser sur des projets qui vont être rémunérateurs. Pour moi, aujourd'hui, la diaspora, elle a un pouvoir extraordinaire de tirer vers le haut la jeunesse africaine, non pas uniquement parce qu'il y a des projets qui ont un potentiel de rémunération, mais parce qu'en travaillant ensemble sur ces projets, ils tirent vers le haut au niveau soft skills, au niveau exigence professionnelle, au niveau de effectivement tout ce qui nous handicape à la base parce qu'on a des écoles qui sont défaillantes. Et donc, moi, le message que je donnerais en fait à Cyril et à tous ceux qui ressemblent à Cyril, c'est de leur dire, OK, vous avez un pouvoir, vous avez un levier. Encore une fois, on parle moyen terme, long terme. On ne parle pas de mois, 3 mois, j'ai envie de faire un truc pour me donner bonne conscience. Non, on va se lever tous ensemble et relever le niveau tous ensemble. Et donc, pour ça, il va falloir que ceux qui sont déjà à un bon niveau aujourd'hui mettent la main un peu voilà, à la patte et disent, bon, bah, très bien, on a un rôle de donner des projets, ça c'est clair, donc mais en maintenant notre exigence et en faisant en sorte d'être des tuteurs pédagogiques, des mentors, mais pas des mentors qui conseillent, des mentors qui font travailler et qui ont une exigence derrière. Et pour moi, ça, c'est hyper intéressant pour les jeunes en Afrique parce que, en fait, en travaillant, en gagnant de l'argent, ils gagnent aussi réellement en compétences, en qualité de relation, en qualité de soft skills, etc. Donc, pour moi, c'est vraiment construire des chaînes de projets, c'est ce que disait même Fatou, c'est vraiment construire des chaînes de valeur. Super. Merci pour ces retours. Alors moi, Cyril, il m'intéresse beaucoup puisqu'il a une compétence, il est product owner. Nous, cher Cyril, on a 20 communautés et on va te prendre 1 heure de ton temps chaque mois pour que tu partages ton retour d'expérience de product owner à la jeunesse africaine dans notre communauté agilité, mais aussi dans notre communauté développeurs parce qu'aujourd'hui, il faut penser produit. Nos jeunes de la tech en Afrique, ils pensent trop tech. Donc, il faut les accompagner à penser produit, à penser client, à penser besoin, à penser… et donc, derrière aussi l'entrepreneuriat. Donc, on sera très content de t'accueillir dans notre communauté agilité 10 000 codeurs. Donc, pour que tu puisses aussi être en mode grand frère, peut-être aussi te faire du réseautage et peut-être travailler ton branding, parce que c'est un petit peu aussi la face cachée du rôle de grand frère et grande sœur, c'est-à-dire qu'on travaille son branding, on se fait aussi repérer par des partenaires peut-être, et puis ça ouvre des opportunités sur le continent. Voilà, on arrive à la fin, ça fait 1h30 qu'on est ensemble. Dernier tour de table, votre phrase conclusion ou votre message particulier à l'un ou l'autre des segments qui nous écoutent, étudiants, demandeurs d'emploi, vous choisissez, salariés, entrepreneurs. Je pense qu'on t'a perdu, micro. Ah, c'est bon? Ouais, donc, dernier tour de table. Merci. On va commencer par Mamfatou. Mamfatou, un message à donner, soit à l'ensemble de notre auditoire, soit à un segment en particulier de notre auditoire, les entrepreneurs, les demandeurs d'emploi, les étudiants, les salariés. C'est vous qui voyez.
Bon, je pense que je vais partir sur un message plutôt général. Je pense que le thème d'aujourd'hui, il y a tellement de choses à dire. Donc, je dirais plutôt, voilà, travaillons tous ensemble pour renforcer l'employabilité des jeunes en les orientant vers les bonnes filières de formation, surtout les bonnes filières de formation. Et quand je dis formation, c'est formation pour celui qui a suivi le circuit classique, donc école, diplôme, bac, licence, tout ça, et formation pour celui qui n'a même pas eu la chance d'aller à l'école. Super, super. Voilà. Top. Et voilà, pour adresser les besoins du marché, c'est juste ça. Excellent. Alors, moi, je suis particulièrement intéressé par les 10 job description. Ça, c'est des messages que nous aussi, Jimmy Coder, on peut relayer et dire à la jeunesse, voilà, c'est Microsoft qui a parlé. Hein. Voilà, les métiers, c'est pas nous, on se lève. C'est Microsoft, il a réfléchi, il a parlé, il dit, voilà les métiers, il faut aller là-bas. Merci encore et bravo pour le travail de synergie avec la communauté sénégalaise. Il y a des choses très, très intéressantes qui se passent et on est vraiment très, très contents. Et on regarde dans la même direction. C'est ce que j'ai senti lorsqu'il y avait le frère Ousmane Gueye qui a organisé ce webinaire. J'ai senti, et encore là, je sens la grandeur de Daouda Diouf qui m'a pris par la main. Il ne me connaissait pas. Il m'a dit, Douglas, ce n'est pas normal que tu ne sois pas là-bas. Viens. Cette fraternité-là, cette dimension culturelle, ce shift-là, j'ai trouvé ça, c'était trop fort. On enchaîne. Nabounou, le message. Oui, moi, mon message, j'ai juste envie de dire une phrase. Soyons acteurs de notre génération. Hey, Nabounou, acteur de notre génération. Ah, moi, ça, je vais écrire ça même. Je vais répéter ça. Soyons acteurs de notre génération. Super. Mamfatou qui dit travaillons ensemble. Et Nabounou, soyons acteurs de notre génération. Donc, les jeunes, là, ça veut dire réveillez-vous. Hein. Faut pas dormir. Plus d'excuses. Merci beaucoup, Nabounou. Doji. Oui, je parlais un peu comme, je dirais la même chose que Mamfatou. Oui. Travaillons ensemble, collaboratif. Donc, on parle beaucoup de communauté. Et voilà, on a forcément chacun des choses à avoir et à partager avec les autres. Donc, c'est très important, la communauté, de travailler ensemble. Et globalement, à la jeunesse, c'est de ne pas désespérer, en fait. La connaissance, elle est là, elle est partout. Et il faut juste aller la chercher, en fait. Voilà, il faut aller la chercher. Et ne vous sous-estimez pas, ne nous sous-estimons pas. Nous sommes capables et voilà, tout est là, les ressources sont là, allons-y les chercher ensemble, voilà. Et comme on dit ici, restons concentrés, quoi. Restons concentrés. Donc, merci Doji, je retiens, ne vous sous-estimez pas. Le problème, moi, que j'ai constaté au niveau de la jeunesse africaine est complexée. Je suis désolé de le dire, mais la jeunesse africaine est très, très complexée. Elle se sous-estime. Les jeunes sont complexés et ils manquent d'ambition. C'est clair, mon diagnostic, il est sans appel. Complexé, manque d'ambition totale. Donc, merci Doji, ne vous sous-estimez pas, ça fait partie du mindset. Le shift, comment tu appelles ça, le mindset d'abondance de Hamza. Hamza, on va terminer par toi. Le mot de la fin. C'est très difficile ce que tu me demandes, Douglas. Merci. Ce que j'ai envie de dire aux jeunes, encore une fois, parce que pour moi, c'est eux le centre et le cœur de tout. Oui. C'est le cœur du réacteur. Tout à fait. C'est d'une part, prenez votre responsabilité. Oui. Vraiment, tout simplement, prenez votre responsabilité. Personne ne va trouver les solutions à votre place. Personne ne va venir vous nourrir à votre place. Donc, prenez vos responsabilités, mettez un pied devant l'autre. Ça, c'est mon premier conseil de base. D'accord. Et le deuxième qui va avec, ça va avec ce que tu disais, c'est oser. En fait, aujourd'hui, le problème, ce n'est pas d'avoir des problèmes. Le problème, c'est de ne pas les résoudre. De ne pas chercher à les résoudre. Allez-y, soyez audacieux, osez, soyez innovants. On n'a rien à perdre. On n'a rien à perdre. On a tout à gagner. Super. Waouh, waouh, waouh. Travaillons ensemble. Dédicace à Mamfatou. Prenez vos responsabilités. Osez. D'accord, Hamza. Soyons acteurs de notre génération avec Nabounou. D'accord. Et puis, je note donc, ayez confiance en vous. Ne vous sous-estimez pas. Voilà les messages de nos panélistes à l'endroit de la jeunesse africaine. L'occasion pour moi de vous remercier, de vous dire que j'aurai beaucoup de plaisir à continuer à échanger avec vous dans l'écosystème d'Imi Coder, à vous donner la parole pour pouvoir ensemble
je reprends pour Mme Fatou, travaillons ensemble pour pouvoir chacun apporter et envoyer de bons signaux à nos jeunes qui trop souvent, malheureusement, moi je le constate aussi, hein, il y a vraiment le mindset qui n'est pas là. C'est catastrophique. Catastrophique. Mais des fois, on démarre des formations, les gars, ils arrêtent, ils abandonnent en cours de... Il y a tout un travail à faire. Il faut tout brûler, il faut tout recommencer. Mais ce n'est pas grave, c'est notre mission. D'accord, on est dans un mois béni. C'est notre sacerdoce. D'accord, on est là pour ça, on est programmé pour ça. Donc, on fait ce pourquoi nous sommes programmés. Merci, Hamza. Merci, Doji. Merci, Nabounou. Merci, Mme Fatou, d'avoir pris du temps avec nous, d'avoir donné ses conseils, d'avoir fait ce retour d'expérience. Merci à Cher Africa. Et merci à vous qui nous avez suivis. Dédicace.